Bonsoir Arnaud Fradin, bonsoir Thomas Troussier. Bonsoir. Merci infiniment d'être là parce que je sais combien l'agenda est extrêmement chargé, en particulier pour toi Arnaud qui vient de sortir un nouvel album avec Malt and Milk. Donc là tu es un peu partout. En fait, un peu partout. Et après c'est Facebook, ça donne des fois une impression que t'es un peu partout. Après, oui, je fais des concerts, j'en fais pas tant que ça non plus. Mais il y a pas mal d'activités, ouais, effectivement, entre les petits concerts en duo avec Thomas, le concert du Roots Combo, Malt and Milk. C'est vrai qu'il y a pas mal d'activités en ce moment. Ouais. Je vois que tu es un artiste extrêmement prolifique. Là, tu as parlé de tes différentes formations, mais tu n'as pas parlé de tes contributions aussi à d'autres albums. Je pense à Nia et je la souligne parce que Nia était donc Dudu qui est passé en concert à l'Hôtel de France. Donc j'ai vu que tu avais fait les arrangements dessus. Ouais, j'ai pas fait d'arrangement, j'ai fait un peu de mixage pour qu'elle puisse présenter un premier morceau pour sa campagne de crowdfunding en fait. Voilà, mais ouais, j'ai participé un peu. D'abord, quand on rencontre Arnaud Fradin, on a vraiment le sentiment de rentrer dans une famille musicale, une famille au sens propre et au sens figuré. On revient vraiment aux racines du blues. Faut pas oublier que le blues, c'est quand même le socle du jazz. Exactement. Tu vas me dire si je me trompe dans ce que j'ai ressenti de ta musique, Arnaud. C'est que le blues, c'est plutôt une musique, on dit, la musique d'âme, bien sûr, mais un petit peu dépressive, parce que c'était, elle abordait des sujets quand même assez difficiles sur la ségrégation, sur parfois même des incendies de fermes de coton, et j'en passais des meilleurs. Et toi, au contraire, dans ta musique de blues, il y a un côté très heureux, en fait, une joie qu'on ressent. Là, dans votre dernier clip, tous les deux, Steady Rolling Man, on a l'impression que vous êtes tous les deux au bord du Mississippi, vous nous emmenez en voyage avec vous. C'est vrai que les racines blues, là, pour en revenir à ça dont tu parlais au départ, c'est moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment... en fait, c'est un peu ma base, moi. C'est un peu mes racines musicales. Alors, c'est les racines musicales du jazz et de la musique noire américaine. Mais c'est aussi, moi, mes racines, parce que j'ai commencé par là, et aussi en duo, d'accord, déjà, quand j'ai commencé à faire de la musique à Nantes. Donc j'ai écumé, je pense, un paquet de bars à partir de 1980, allez, on va dire 95. Et du coup, c'était un peu mes premières armes. Enfin, jouer dans les bars en duo, tant bien que mal des fois, parce qu'il fallait se faire entendre, entre guillemets. Enfin, dans un bar, on nous attend pas forcément pour un concert. Donc j'ai fait ça. J'ai joué après, je me souviens des concerts à l'Île-Dieu aussi, mémorables, où on part pour jouer 2 jours et puis on se retrouve à jouer une semaine. Donc c'est ça que toutes mes racines, en tout cas en tant que musicien, sont le blues. Et puis aussi tous les bars de Loire-Atlantique, enfin pas tous, mais enfin... Il y a eu beaucoup d'expériences et je pense que ça a été important pour moi parce que ça a été vraiment des fondations solides. Et après, effectivement, Malt and Milk a été créé, il y a eu le quartet, le quintet. Aujourd'hui, il y a les cuivres. Et puis, c'est vrai qu'arriver à quasiment une bonne dizaine d'années de concerts avec les cuivres, avec 7 musiciens sur scène et tout ça, à un moment donné, je me suis dit, en rejoignant quelques concerts pour des copains, dans des restos ou des choses comme ça, soit en solo, soit en duo. On avait commencé à rejouer ensemble à créer ce duo avec Thomas. Et du coup, c'est vrai que j'ai ressenti... ça m'a fait du bien de retrouver mes racines, en fait, finalement. Et c'est pour ça que depuis, Malt and Milk continue sa route. C'est-à-dire qu'on a un nouvel album qui sort. On est vraiment à fond sur Malt and Milk. Mais en parallèle, il y a eu ce projet Roots Combo, de quartet blues autour de ce répertoire que je jouais depuis longtemps. Enfin, on essayait de faire un disque, en fait, avec tous ces morceaux. Et du coup, c'est vrai que ça a été créé avant tout en duo avec Thomas, quand on a commencé à rejouer ensemble, à faire des petits concerts de blues dans les bars et tout ça. Puis petit à petit, mine de rien, Roots Combo, il y a eu des belles dates, le festival et tout ça. Il y a eu un super accueil de l'album que j'ai enregistré et produit chez moi, dans mon sous-sol. Donc c'était une expérience super. Enfin, c'est vrai que c'est génial, on aimerait bien qu'il y ait plus de concerts. Peut-être, après, il y a beaucoup d'activités sur Malt and Milk, donc on peut pas tout faire en même temps, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je fais référence à Tom Sawyer et à Huck. On a l'impression que c'est les 2 compagnons de route qui se retrouvent, qui retournent sur la route et qui retournent à la nature, etc. D'ailleurs, votre dernier clip, il est filmé sur les bords de l'eau, on sait pas où c'est. C'est en Bretagne, ouais, c'était un petit concert qu'on faisait dans un bar d'ailleurs, et puis il y a quelqu'un qui venait au concert que je connaissais,
Je dis ouais, moi je fais des fois des petites vidéos comme ça, vite fait, on a filmé au bord de l'eau. C'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. C'était pas une démarche de clip c'était vraiment une rencontre comme ça. C'est pas ça aussi l'esprit du blues, c'est-à-dire que on se retrouve, on fait des rencontres et puis voilà, on fait de la musique ensemble. Ouais, je pense que ça c'est important. Enfin, c'est vrai que c'est un caractère important. Justement, moi ce qui me fait aussi ma différence avec un groupe comme Altalmic où il y a les cuivres et tout ça, ça impose des arrangements, ça impose une rigueur d'arrangement et d'exécution parce que je peux pas surprendre les cuivres et leur dire tiens, en fait là il y aura un solo en plein concert. Et c'est vrai que le duo permet vraiment une liberté totale, c'est-à-dire que les morceaux on peut faire ce qu'on veut, je peux lui laisser tant de grilles de solo qu'il veut parce que je ressens comment il joue aussi. Il y a vraiment, je pense, quelque chose qui se passe par rapport à ça qui est hyper important et qui correspond au blues. C'est vrai que d'ailleurs, quand on a commencé le Roots Combo, c'était intéressant parce qu'il y a eu le contrebassiste et le batteur, qui c'est les musiciens de Molten Milk, qui ont une habitude de dire bon, il y a une rigueur de jeu qui est super, hein, qui permet aussi d'avoir une régularité, hein, j'ai envie de dire, dans les concerts. Et il y a au bout d'un moment dans les concerts, il y a eu un jour, je me souviens très bien, où on a fait le concert, eux étaient contents d'eux parce que on a bien fait les arrangements, c'était bien en place, c'était carré quoi. Et sauf que moi, je n'ai pas ressenti justement le jeu entre nous. Et du coup, on était complètement pas d'accord du coup sur le truc parce que du coup, j'étais vraiment dans le côté émotionnel de faire justement le blues. Et le blues, en fait, c'est une musique qui, enfin, c'est pas une musique, j'allais dire, c'est pas une musique dans laquelle tu peux tricher, c'est pas ça, c'est que quand tu joues un morceau blues, en fait, effectivement, l'interprétation est essentielle, quoi. C'est vrai que c'est intéressant, d'ailleurs, ce moment de désaccord, en fait, dans un projet, mais parce que, effectivement, moi, j'avais besoin de sentir que quand je faisais une note, le percussionniste derrière sentait ce que je voulais interpréter et du coup pouvoir l'accompagner vraiment jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que c'est le blues pour ça. Enfin, pour moi, le blues, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce côté spontané. Essayer de véhiculer une énergie simple, mais ça veut dire qu'il faut être vraiment imprégné dans sa chanson, même si, parce que c'est vrai qu'harmoniquement, c'est pas une musique compliquée en fait. Bon concert, il y a des moins bons, ça dépend vraiment du moment, de la complicité qu'on peut avoir, de l'état dans lequel on est, de ce qu'on a envie de dire. Et puis c'est assez marrant parce que des fois on pourrait se dire tiens, c'est le ressenti du musicien qui dit qu'il n'a pas fait un bon concert et puis finalement les gens ont aimé le concert quand même. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu des concerts, on n'était particulièrement content de nous parce qu'on sentait vraiment une vraie écoute des gens, parce qu'on sentait qu'il se passait un truc. Et c'est aussi des concerts, on a vendu beaucoup de CD, quoi. Donc c'est que les gens, ils ont vraiment tellement aimé le concert qu'ils ont vraiment voulu... je pense à un concert qu'on a fait en Bretagne, comme ça. Ouais. Vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé. Et le soir, le concert d'après, c'était différent. Enfin, chaque chose... je pense que c'est ce qu'on aime bien aussi dans la musique. C'est qu'on aime... chaque endroit où on joue est forcément différent d'un autre et chaque public est différent. Donc... faut aussi savoir s'adapter en fait. Et c'est marrant que tu parles de nature, de blues, etc. Parce que je fais une petite parenthèse très rapide. Moi, je suis pêcheur. J'ai un rapport à la nature très très fort. Je pêche beaucoup. Et je suis pas le seul. Dans le milieu du blues, mais c'est incroyable. Si tu savais le nombre de musiciens qui sont proches de la nature et qui ont des activités liées à la nature, moi, c'est la pêche. Et en l'occurrence, on est très nombreux, ne serait-ce que sur Nantes, à être musicien de blues et à être pêcheur en plus. Je pense que c'est pas un hasard, et même dans l'histoire du blues, tu as énormément de morceaux qui parlent de la pêche, fishing blues, c'est un thème ultra récurrent dans le blues. Tu as des musiciens comme Lazy Lester et tant d'autres qui ont rabâché le sujet, si tu veux. C'est, comme dit Arnaud, c'est une musique d'émotion, de terroir, de sensibilité, et je pense que la nature, c'est un exutoire aussi pour nous. Alors certains, ça va être la pêche, d'autres, ça va être le sport, d'autres, ça va être... Mais il y a un rapport avec le terroir, la terre, qui pour moi est lié au blues en fait. C'est une façon de vivre le blues aussi, et je suis pas le seul, c'est vraiment un truc assez général. Et sans se concerter, sans s'influencer les uns les autres, on se retrouve souvent dans des passions communes comme ça, comme la pêche par exemple. Comme dit Arnaud, moi je rejoins totalement Arnaud, c'est au-delà même de la théorie musicale, de la technique musicale, etc. Moi, je connais pas la musique personnellement. Et Arnaud, je pense qu'il sait pas lire non plus la musique. On a ce point commun. Quand tu viens du blues, c'est une musique orale en fait. C'est une tradition africaine à la base. Et je pense que 99,9% des musiciens de blues qu'on admire, des années 30, 40, 50, 60, on ne connaissait pas la musique, la théorie musicale. Et ils savaient pas, et surtout ne savaient pas que le blues allait devenir une musique mondiale. En fait,
c'est hyper intéressant parce que moi, quand j'y suis allé dans le Mississippi notamment, sur un voyage, j'étais avec un groupe de Français, puis il y a eu une rencontre avec le fils d'un propriétaire d'une plantation de coton. Et lui a vécu gamin dans la plantation à l'époque où il y avait encore beaucoup de travailleurs. Aujourd'hui, forcément, c'est des machines, il n'y a plus beaucoup de travailleurs, mais à l'époque, forcément, il y avait beaucoup de travailleurs, donc ils vivaient dans des petites maisons. Un peu, l'image d'Épinal qu'on se fait des champs de coton et tout ça. Et lui a vu les musiciens jouer sur le porche, jouer de la guitare, faire du blues, quoi. Mais en fait, c'était la musique, j'ai envie de dire, comme moi je suis vendéen, comme moi à l'époque où les gens de ma famille ou d'autres jouaient de l'accordéon dans les bars à l'époque. Enfin, je veux dire, ça, c'était vraiment une musique de terroir traditionnelle qui n'était pas du tout une musique. Et c'est vrai que lui, en tant que gamin, nous expliquait ça. Nous expliquait que pour lui, c'était la musique... il n'y avait rien d'exceptionnel, entre guillemets, parce que c'était un truc qui faisait partie du truc, quoi. Et après, c'est vrai que c'est devenu une musique mondiale. Et lui, ce gars-là, d'ailleurs, est devenu... je pense que c'est quelqu'un qui a toujours cette propriété et l'exploitation de coton, donc il gagne de l'argent avec ça. Et du coup, il a aussi monté une association d'aide aux musiciens locaux. Donc c'est cool. Enfin, du coup, il y a quand même des choses qui se font. C'est plus l'image qu'on se fait forcément de l'esclavagisme aujourd'hui. En tout cas, c'était intéressant de voir, justement... Enfin, se dire que c'est tout simplement une musique traditionnelle comme plein d'autres musiques traditionnelles dans le monde. Mais c'est vrai que c'est une musique qui est devenue un peu universelle, en fait. Et je voudrais que tu racontes, parce que tu m'as raconté cette histoire quand tu as été au Mississippi. Arnaud a rencontré une personne non-voyante qui possédait un dobro des années 30. Raconte l'histoire, Nono, parce que ça... C'est tout simple. D'ailleurs, c'était dans à Como, en fait, c'est un petit village qui est au sud de Memphis, donc vraiment au nord du Mississippi. Et je me suis retrouvé avec ce groupe de Français dont je parlais, à voyager avec eux, à un peu faire le guide. Et j'ai rencontré Sharon, qui était une personne très malvoyante. Elle voyait un tout petit peu, mais elle réalise en fait des moulages de visages réels de bluesman qu'elle a rencontré. Alors certains sont décédés aujourd'hui, mais elle avait fait le moulage des mains de Johnny Winter, par exemple. C'était intéressant de voir, tu vois, en plâtre, les mains de Johnny Winter, et qui étaient d'ailleurs assez petites. Et du coup, il y avait, dans la maison dans laquelle elle vivait, un vieux dobro qui était de 1929. Et du coup, j'ai joué dessus, parce que j'ai demandé à son mari de pouvoir essayer la guitare, et puis j'ai essayé. Et puis une fois que j'ai commencé à jouer, elle qui est en train d'expliquer son travail à tous les gens qui étaient dans sa maison, elle s'est arrêtée de parler, puis elle est venue vers moi et j'ai commencé à jouer un morceau, un traditionnel blues, et à ce moment-là, j'ai vraiment senti son émotion forte en écoutant la musique, quoi. Ça, je me suis dit, elle a vraiment une sensibilité supra forte sur la musique, comme peut l'être un musicien et ou plein de gens. Cette guitare revivre et s'entendre cette guitare. Et elle m'a dit sur le moment, c'est toi, en partant, elle m'a dit c'est toi qui devrais avoir cette guitare, parce que il faut continuer à jouer avec cette guitare et tout ça. En plus, elle a été signée par plusieurs bluesman locaux. Alors j'ai pas ici, mais elle est à la maison. Mais en fait voilà, et du coup il y a un beau jour, alors c'était un an plus tard, je crois, la personne qui avait organisé le voyage repartait à Memphis pour un espèce de tremplin blues qui a lieu tous les ans. Et du coup, il a revu cette personne-là, Sharon, et qui lui a dit, écoute, on a réfléchi avec mon mari, cette guitare, c'est Arnaud qui doit l'avoir, on en est sûr. Donc en fait, on va lui envoyer la guitare. Et du coup, ils m'ont envoyé cette fameuse guitare qui est de 1929. Donc c'est vrai que quand je l'ai reçue, je fais, putain. Et pour moi, cette histoire, je trouve ça magique, ça illustre parfaitement l'histoire du blues, en fait. C'est une musique de transmission, de partage, et Et ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que la personne... Alors que c'est une guitare qui vaut une véritable fortune. Et une valeur marchande, si tu veux, mais peu importe. La valeur affective. Voilà, valeur affective, et que l'instrument continue à vivre. Et quand tu vois cette guitare qui est signée par Honeyboy Edwards, je crois. Ouais, il y a plein de bluesman, vraiment. Qui est une légende pour nous, qui est un de nos pères. Honeyboy Edwards, c'est quelqu'un qui a connu Robert Johnson, notamment, tu vois, donc c'est... Bon les gars, on nous attend, vous avez vu, le bar s'est rempli, donc il va falloir qu'on y aille là. Oui, je crois qu'ils nous attendent tous. C'est parti, merci à toi. Merci.
Tell me how did you sleep? Your morning love. Tell me how did you sleep? While I have the baby, here's what I sing about me. I don't have a good dream. Yes, you got a smile on your face. I don't have a good dream. You got a smile on your face. I let me feel real good 'cause you got a look and so fine. Yeah, no worries. Yes, no trouble on the mind. Yeah, no worries. No trouble on the mind. I guess you feel real good 'cause you got a look and so fine. Never missed it, baby. Yes, I love you anyway. Never missed it, baby. I love you anyway. All I want is my mama to be with you every day. Well, the walk is only when we talk. Well, the walk is only when we talk. All the hell I won't be. All I want is merci beaucoup, monsieur Thomas Troussier, la monégasque, s'il vous plaît, c'est Thomas. Merci. Arnaud Farah, s'il vous plaît, la guitare. Jean Arnaud, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un excellent bluesman que vous connaissez sûrement qui s'appelle Buddy Guy. Ouais. Don't have to leave me, baby. Don't have to leave me here all alone. Don't have to leave me, baby. Don't have to leave me here all alone. You should know I got to lose so bad. You just make me feel more, yeah, in the ground. You should know I used to be still in my house alone. Why don't you sing about me, little girl? I'll bring you safe home. Don't have to leave me, baby. Don't have to leave me here
here alone. You should know I got the blues so bad. Just smack me feel more, yeah, in the ground. You know I fall at night. I couldn't close my eyes. Yes, you know you're walking me, little girl. I just get wonder why. Don't have a limit, baby. Don't have a limit here all alone. You should know I got the blues so bad. Just make me feel more, yeah, in the ground.